Mesdames, Messieurs, bonjour en direct de Béchar. Nous sommes jeudi le 19 décembre 2024. Nous allons vous accompagner pendant 1h30, comme chaque jeudi de 8h à 9h30. Et nous allons recevoir plusieurs invités pour discuter de plusieurs thématiques. Nous allons commencer avec l'intelligence artificielle et la participation de la délégation de l'Université de Béchar. Ensuite, nous allons passer à l'artisanat. Nous allons discuter aussi l'artisanat, la situation, l'exposition qui a eu lieu au centre-ville de Béchar. Et pour finir, nous allons parler justement de la grippe saisonnière. Nous commençons avec notre rubrique et nous reviendrons juste après. De recevoir M. Razli Abdelkader. Il est enseignant à l'Université de Béchar, président de la Maison de l'intelligence artificielle et membre du conseil scientifique de l'incubateur. Bonjour monsieur, bienvenue. Comme je l'ai annoncé justement, nous allons parler de la participation de la délégation de l'Université de Béchar à Alger et à Al-Bayed aussi, dans deux activités différentes, dans deux on va dire, rencontre de l'intelligence artificielle. Alors, on va commencer par le programme de grande ampleur, on va dire, africaine, continentale. Donc, si vous pouvez nous présenter alors le groupe qui a participé et la thématique de cette troisième édition, je rappelle. Oui, donc merci pour l'invitation. Donc d'abord, donc bien sûr, c'est African Startup Conference. Donc c'était la troisième édition qui a été organisée par le ministère des Startups, donc entre le 5 et le 7 décembre. Donc c'était la troisième édition. It's a big event. Donc c'est la plus grande normalement conférence africaine, donc des startups. Donc là où se regroupent plusieurs chercheurs, plusieurs aussi يعني الفوائد يعني في le domaine des startups ainsi que le domaine de l'intelligence artificielle. Donc bien sûr, il ne faut pas rater ces événements. Donc l'université de Béchar, bien sûr, a délégué la directrice ou bien la présidente du Bleu, le bureau de liaison entreprise-université. Donc bien sûr, pour chercher pour chercher beaucoup de choses, pour faire des relations, pour faire des invitations à des gens, pour participer pour participer à des choses, peut-être à l'université de Béchar, enseigner ou bien donner quelques formations et ainsi de suite. Ainsi que nous avons participé avec deux clubs scientifiques, le club Autotech de la faculté de la technologie ainsi que le club iDevelop de la faculté des sciences exactes. Donc bien sûr, pour nos étudiants peuvent voir ce qui se passe dans le domaine de l'entrepreneuriat ainsi que le domaine de l'intelligence artificielle. Aussi, j'ai participé moi-même à ce groupe parce qu'il y avait aussi le lancement de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle. Exactement, ça allait être ma deuxième question, la stratégie nationale de l'intelligence artificielle. Justement, quand on parle de l'intelligence artificielle, on est dans la modernisation, tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est modernisation de tous les systèmes, que ce soit sur le plan éducatif, sanitaire, tous les domaines, de toute manière, même l'agriculture a sa part dans ce domaine. Alors, quand on parle de la stratégie algérienne, de la nation, de l'État algérien, de quoi se compose-t-elle et quels sont les piliers de cette stratégie? Oui, donc d'abord, il y avait, avant 2 ans, il y avait la construction ce qu'on appelle un conseil scientifique de l'intelligence artificielle, donc qui a été créé au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, présidé par les deux ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que le ministre des Startups, donc qui se compose de plusieurs chercheurs et plusieurs même industriels dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il y a des membres locaux et des membres internationaux. Généralement, ce sont des talents algériens qui ont participé qui ont fait leurs preuves justement dans de grandes firmes, dans de grandes boîtes et tout ça. Alors, qu'est-ce que ça pourrait apporter justement à la nouvelle génération, aux nouveaux bacheliers, aux nouveaux diplômés, sachant que l'incubateur a son rôle à jouer justement dans le lancement des petites startups
à partir de simples petites idées, justement, jusqu'au développement de cette idée sur le terrain. Exactement, exactement. Donc, dans la conférence nationale, dans la conférence africaine des startups, African Startup Conference, donc le slogan c'était imaginer l'Afrique en intelligence artificielle. Donc, comment peut-on imaginer l'Afrique en intelligence artificielle? Donc, le dernier jour, c'était le lancement de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle. Donc, j'ai dit en 2022, c'était presque la création, ça fait presque 2 ans, la création du Conseil. Donc, c'est un organe de nature scientifique. Donc, pour donner des conseils ou bien ça veut dire istishraf, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'Algérie. Donc après 2 ans de travail, il y avait aussi la deuxième édition African Startup, il y avait des conférences sur l'intelligence artificielle, mais cette fois-ci, c'était le lancement de la première édition, ou la première stratégie algérienne de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est une grande journée de l'Algérie, c'était le 7 décembre. Donc déjà, d'avoir le courage de lancer une stratégie par le ministre de Start-up, je vois que c'est un courage. Bien sûr, il faut beaucoup de travail. Même le ministre il a dit que c'est un début. Donc ce n'est pas une stratégie, c'est un défi. Oui, c'est un défi. C'est un défi parce que beaucoup de pays n'ont pas encore une stratégie de l'intelligence artificielle. Nous, on est dans la route, alhamdoulilah, on essaye de travailler, on essaye d'améliorer pas mal de choses. Donc la stratégie, elle est là, donc, qui se compose de plusieurs piliers. Donc le professeur Merwan Debah, c'était le président du conseil scientifique de l'intelligence artificielle algérien. Donc il a lancé cette stratégie qui se compose de 6 piliers, donc qui peut être autour de la recherche, le développement, l'accompagnement des institutions ainsi que les skills et les talents algériens, ainsi que le développement des éthiques. Ou bien, on ne peut pas parler de l'intelligence artificielle si on ne peut pas parler des éthiques, les ethics, ou les éthiques de l'intelligence artificielle. Donc c'était ça, ainsi qu'ils ont ajouté les secteurs, ça veut dire qu'ils vont être en premier lieu pour développer des stratégies IA dans ces secteurs. Comme on parle ici en Algérie, peut-être qu'on a des secteurs industriels, on a la médecine, le healthcare, on a aussi le domaine de l'agriculture et ainsi de suite. Donc, il y a des secteurs ici en Algérie qui doivent être en priorité pour l'application de l'intelligence artificielle. Donc, je sais que vous avez participé dans l'un des ateliers. Quelle était votre contribution justement dans ce séminaire? Donc, j'ai participé dans l'une des ateliers. Ils étaient juste 4 ou bien 5 ateliers. Alhamdoulilah, j'ai participé à l'un des ateliers en tant en tant que représentant de la maison de l'intelligence artificielle, justement pour avoir et pour cerner un petit peu le rôle de ces maisons de l'intelligence artificielle dans cette stratégie. Donc peut-être la maison de l'intelligence artificielle, elle est proche des étudiants. Donc ça veut dire le maître d'Al-Kham, l'Algérie, c'est bien nos étudiants. Exactement. Donc ils ont beaucoup les jeunes de manière générale. Exactement, oui. Ils ont beaucoup de qualités, ils ont beaucoup de potentiel. Et ils ont beaucoup de choses, même, on va parler de la compétition de l'Bayad, ce qu'on a vu, donc vraiment, il y a beaucoup de compétences algériennes. Donc la maison de l'intelligence artificielle, elle est proche de ces capacités algériennes, c'est nos étudiants, Exactement, qu'il faut mettre en valeur et on exerce aussi. Exactement. Il faut les valoriser et les accompagner jusqu'à mettre leurs idées sur terrain. Alors comment vous arrivez à joindre entre la théorie et la pratique? Oui, donc la maison de l'intelligence artificielle, ça veut dire qu'elle a pas mal de rôles. Donc, elle n'a pas une stratégie qui est assez précise et complète, mais on essaie toujours d'améliorer. Et on a pris ça, la définition de l'intelligence artificielle. Ce sont des algorithmes qui peuvent être s'adapter à n'importe quelle solution. Et en changement permanent, ça n'arrête pas. Exactement. Donc c'est ça ce qu'il faut faire. Donc on est devant une nouvelle stratégie. Donc il faut accompagner ces étudiants. Et même le monsieur le ministre a lancé dernièrement qu'il faut apprendre l'intelligence artificielle à toutes les spécialités de l'université. Donc avant, c'était un domaine technique, plutôt sciences exactes, mathématiques, lié à une intelligence bien définie dans les étudiants. Maintenant, on sait que même un bébé de 3-4 ans arrive à utiliser les high-tech, les trucs connectés, les outils connectés. Donc, on parle d'un truc qui est devenu, c'est plus quelque chose de très loin, mais de la vie quotidienne. Tout le monde l'utilise de manière très
très naturel, on va dire. Exactement. Donc même on a un club scientifique ici avec le DGS de Béchar, donc on fait apprendre même les enfants, c'est les élèves du CEM et du lycée, Exactement. on lui fait apprendre l'intelligence artificielle parce que maintenant c'est la programmation, bien le développement des solutions de l'intelligence artificielle est devenu facile, surtout avec le langage Python, donc c'est un langage très simple. C'est plus proche du langage naturel de l'être humain, donc c'est plus facile. Donc on développe pas mal de solutions avec ses élèves. Donc pourquoi pas à faire la même chose avec des différents étudiants de l'université de plusieurs spécialités. Donc juste, ça veut dire qu'il y a un رهاب شوية من l'intelligence artificielle. Mais Oui. il faut dire aussi, souligner que voilà, c'est une génération qui est née dans l'éthique Oui, des technologies oui, de oui, l'information et de oui. la communication. Contrairement aux générations des années 80-70, ils ont fait la découverte, on va dire, vers les trentaines, les quarantaines. Ce n'était pas vraiment quelque chose de très spontané. Maintenant, cette génération, un enfant, un bébé de 5-6 mois, il peut toucher, Exactement. il a le réflexe de bouger son petit doigt sur un écran tactile et du coup voilà, il est déjà branché, il est dedans. Alors quand on parle de maisons connectées, de voitures, de réfrigérateurs et tout ce qui en suit, c'est qu'on est vraiment plein dedans. Donc il voit ces technologies devant lui. Donc Exact. peut-être que c'est une Ce qui génération était du numérique. science-fiction pour nous dans des films, maintenant ça fait partie de la vie réelle. Exactement. Donc, on peut dire que c'est une génération du numérique. Donc, Chanceuse. exactement. Donc, la numérisation, c'est qu'une première étape. Étape, exactement. Donc, on parle maintenant de Siyad al-Raqmiya. Donc, بكري كنا نعرفوا Siyad al-Hududiyya. Donc, on parle maintenant de la souveraineté numérique. Qui maîtrise le numérique, maîtrise l'information, maîtrise le Exactement. monde. Exactement. Donc l'intelligence artificielle a bouleversé tous les secteurs. Tout à Donc fait. maintenant, même nos étudiants qui développent des solutions de l'IA, ils utilisent des outils, des algorithmes qui viennent de l'étranger. Exactement. Et Donc puis la même pour stratégie défendre nationale, son pays, il va falloir oui, moderniser ses systèmes, et développer localement ces développer systèmes. exactement. C'était C'est ce que ça j'allais dire. ce qui a été annoncé dans la stratégie nationale de l'intelligence artificielle. Il faut développer nos propres algorithmes, nos propres plateformes. Aussi, il faut développer les data centers. Ça veut dire pour que Surtout, les ouais. données algériennes restent dans Exactement. l'Algérie. Ça, c'est un grand défi Pour on voit l'Algérie. toujours, Monsieur le Président parle de la numérisation, parle des data centers parce que c'est vraiment, Il c'est faut quelque chose commencer de déjà très par le data important. center parce que Exactement. sans ça, on ne peut pas avancer. On ne pourra jamais avoir le monopole de nos informations, ou les garder, ou les préserver, les défendre et tout ce qui en suit, surtout quand c'est des données très sensibles. Exactement, il faut aussi, parce que dans la stratégie, il y avait beaucoup d'invités. Et même dans l'atelier que j'ai participé, il y avait des représentants de la Sonatrach, c'était des PDG, ainsi parce que Sonatrach donc, elle a un data center, donc c'est pour stocker les données. Oui. Ainsi qu'il y avait on ne peut pas aussi parler de la numérisation et de l'intelligence artificielle si on n'a pas ça veut dire des outils qui ont des outils développés de la télécommunication. Il y avait aussi des représentants Oui. de domaine de la télécommunication dans Le groupe le même Algérie Télécom, j'ai atelier, vu ça. Algérie Télécom, Ouais. exactement. Donc il faut développer tout ce qu'on appelle un écosystème. Donc la Exactement. maison de l'intelligence artificielle, elle est proche des étudiants, elle donne des formations à tous les étudiants, elle accompagne aussi les étudiants porteurs de projets, ça veut dire en collaboration avec l'incubateur que je suis, alhamdulillah, même aussi à l'université de Béchar, je suis membre du comité scientifique de l'incubateur. Allah يبارك. Alors, je reviens vers la conférence africaine. Qu'est-ce qu'il y a eu comme nouveauté cette année par rapport aux éditions précédentes? Je pense que c'est le slogan, déjà, c'est l'IA, elle est partout. Donc, il y avait beaucoup d'ateliers, beaucoup de conférences en parallèle. Oui. Il parle justement comment pouvons-nous imaginer l'Afrique après pas mal des années, donc en utilisant l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de problèmes, il y avait beaucoup de chercheurs, beaucoup de conférences, beaucoup d'idées. Mais je pense qu'il faut... Les domaines phares. Alors, de Les quoi? domaines phares, c'était l'éducation, Oui. c'était l'enseignement, c'était le développement et c'était aussi, il faut garder les data aussi, les données. Oui. Alors, pour votre participation à Al-Bayt, je sais que vous avez coordonné avec la maison de Pardon, vous avez coordonné avec la maison de l'intelligence artificielle d'Al-Bayt. Alors, donc, c'était entre Béchar et Al-Bayt pour programmer ce concours de programmation et d'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Oui, je pense que je pense que là, c'est la première fois que deux maisons de l'intelligence artificielle organisent un événement en commun. C'était
L'initiative, c'était de la part du centre universitaire de Nour el-Bachir el-Bayed. Ouais. Donc, ils m'ont contacté pour est-ce que je peux participer avec eux, bien sûr, pour organiser ce concours. Donc, Il faut citer que c'est un concours national, c'est ça? c'est un concours national, c'est une compétition nationale de la programmation ainsi que de l'intelligence artificielle. C'était la première édition qui a été organisée entre le 10 et le 12 décembre Donc 2024, 10, juste 11, 12. après 3 jours de l'annoncement de la stratégie algérienne de l'intelligence artificielle à Al-Bayt. Je dirais que c'est bien tombé alors. C'est bien tombé, oui, Donc, vous leur avez appris ce qu'il y avait comme nouveauté dans le domaine directement. exactement. Alors, combien d'universités, combien de wilayas ont participé? Donc il y avait 12 universités ainsi que des centres et bien des écoles nationales. Très bien. Il y avait 14 groupes parce qu'il y avait deux universités qui ont participé avec deux groupes. Donc on a vu un niveau très élevé du côté de maîtrise des outils de l'intelligence artificielle pour nos étudiants. Et comme j'étais peut-être parmi ça veut dire le Les jurys, les le jurys, oui. jury, donc on a trouvé Agréablement beaucoup de surpris. difficultés pour choisir les trois Ah premiers ben oui, lauréats. j'imagine. Oui, oui, oui. Ben justement, donc, par rapport aux idées qui étaient proposées, qu'est-ce qu'il y avait eu comme idée? C'est quel projet qui a eu le premier prix? La compétition, donc on n'a pas voulu que les étudiants ramènent leur projet. Oui, mais ils ont Donc on discuté a quand même donné un l'idée. défi Oui, pour que de cette façon-là, on peut mesurer, ça veut dire le de degré de maîtrise, maîtrise tout des à outils fait. de l'intelligence artificielle. C'était ça. Donc on a vu beaucoup d'idées et alhamdoulilah, Alors, on était beaucoup très contents. d'idées, comme par exemple, j'aimerais bien avoir un Comme, échantillon d'idées. on n'a Et pas, surtout, les trois premiers prix, ils ont été obtenus oui, par quel... on n'a pas pu, ça veut dire que Mangoulou le sortir du domaine du ministère. Donc on a donné une petite problématique. On a bien dit que notre ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a fait développer beaucoup de solutions, Oui, beaucoup de surtout solutions. dans la numérisation, ce qui concerne le transport, ce qui concerne les étudiants, ce qui concerne aussi l'utilisation de la carte RFID. Oui. Donc, on a demandé de comment peut-on utiliser l'IA pour, ça veut dire améliorer ses services. Ah, Donc, d'accord. c'était ça Donc, c'était une seule une problématique seule avec plusieurs... Ah, problématique. ok, là, je Une seule comprends mieux. problématique avec plusieurs thématiques et les étudiants ont commencé à développer plusieurs solutions. Ah ben, super. Le premier prix, il était accordé à quelle wilaya, quelle université? Le premier prix a été à l'université de Galma. Donc, ils ont Donc, nous félicitons. Oui, nous félicitons l'université de Galma. Le deuxième, c'était pour l'université de Tlemcen. Et le Très troisième, bien. c'était pour l'université d'Alouad. Ah ben, félicitations à tous nos étudiants. On leur souhaite justement beaucoup de réussite, de développement, qu'ils persistent dans ce domaine très, très, très intéressant et qu'ils mettent leurs idées en exerce sur terrain. Vous avez quelque chose à rajouter par rapport à votre participation? Qu'est-ce que vous espérez pour la prochaine édition, surtout que c'est une première pour le Bayed? Est-ce que la prochaine sera probablement à Béchar, peut-être? Pourquoi Inch'Allah, ou pas? bien peut-être on va organiser quelque chose de plus grand, peut-être un olympiade يعني بتاع الذكاء الاصطناعي. Ça veut dire on va organiser peut-être un grand défi Inch'Allah, on entre l'espère. plusieurs universités. On se déplace vers plusieurs universités pour organiser un événement très, très grand. Ah ben, ça fait plaisir. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de réussite, chers téléspectateurs. J'arrive à la fin de ce premier plateau. Je remercie mon invité, M. Razli Abdelkader, enseignant à l'Université de Béchar et directeur de Intelligent. Alors, ça s'appelle comment en anglais? Intelligent Artificial Intelligence Artificial House. House. AI Voilà. House. AI House. House, yes. Ah ben, ravi de vous avoir accueilli avec nous ce matin. Chers téléspectateurs, nous allons nous arrêter avec ce VTR pour recevoir nos prochains invités et discuter de ce sujet. Restez avec nous.
سيدي، هذا علام تاع الجزائر هو اللي عليه الصح. هذا من دير زمان كان يقول تاع الخبز نخدموه ونرسموه، هكا زمان كانوا يديروا فيه الخبز ويخمروا الخبز. أيا كنا نديروا الخبز نديروه نغطوا به باش يخمر، ومنين ثاني يطيب ويخمر نلمدوا فيه باش ما يبردش. حرفي فضة من ولاية باتنا، غشام عبد الحق. جينا شاركنا في المعرض هذا نتاع بشار. شاركنا من قبل في تاغيت من لو 16 اكتوبر، كنا في تاغيت ودركا زدنا جينا هنا للبشار، ورانا هنا بربي ان شاء الله حتى تكمل هذا لابيريود. كيما تاغيت راهي قبله سياحيه ثاني بامتياز تاع الامتياز، والله عجبتني ما شاء الله. وحكينا مع ناس جاوا من الشرق من الغرب من الشمال، عجبتهم بزاف بزاف. وشاركت من قبل هنا في بشار، يعني بارابور لي زاني اللي فاتوا سما كان اقبال كبير. شاركنا اليوم في المعرض كخلاصه من التسويق لمنتجاتنا، تابعين الغرفه الحرفيه تاع بشار، المستخلصات التجميليه الطبيعيه. نسحق زعما المنتوج تاعنا يتروج لأنه فيه الفائدة للمرأة، ما فيش لي برودوي شيميك، ما يضرش لابو تاعنا. عدودي محمد، فنان تشكيلي. هنا المعرض تاعي كانت مشاركة الصناعة التقليدية. أنا كوني كفنان تشكيلي، يعني عندي الكوتي تاع الثقافة والكوتي تاع السياحة. هنا رانا بالكوتي تاع السياحة اللي هي الصناعة التقليدية. عندي هاد الأشكال اللي يعني الجمهور واش يبغي دائما ذكرى اللي من يديها كل عام. وقت مضى كانت ديك البوناني كانت الحاجه يعني عباره عن ورقه، دروك احنا طورناها درناها بهذه الاشكال الرمليه هذه اللي دارت اعجاب الجمهور. ككل المناسبات احنا كحرفيين رانا نمثلوا الولايه نتاعنا ونمثلوا المنتوج نتاعنا ونوروه للناس اللي تاع الولايه والناس نتاع اللي جو منا ومنا. كاين تبادل ثقافي وكاين تبادل تاع حرفيين يجوا من برا. الحمد لله راه كاين اقبال كبير. ورانا بالمناسبه نتاع الذكرى السبعين الفاتحه اول نوفمبر درنا هنايا حفل تقليدي وعرضنا المنتوج نتاعنا. جاو الناس شافوا، كانت التفاته زينه لهذا الموروث الثقافي. الشرقي الجيلاني فنان النحت على جذع النخله، ومتخصص ثاني في السكيلطاج تاع الرمال، في الزجاج، في الكيسان، في الاكواب، في مخصص كاع في الرمال. شاركنا في هذا المعرض بمناسبه الذكرى السبعين اللي ندير على الثوره التحريريه. وحنا الحمد لله حتى حنا راحنا دايرين ثوره فكريه وثقافيه نتاع المنطقه، خاطرش احنا في البديه نتاع العرق الغربي، وهذه البديه نتاع الصحراء. بلا ما نقول لكم راكم تعرفوا بشار غنيه بالثروات نتاعها من حيث الحجاره، الرمال، كل الانواع، انواع التمور حتاني، ويكتفوا لينا في المعارض ويحيوا لنا التراث باش ما يندثرش. خاطرش حنا هذا راه جهد نتاع سنوات. كما انا راني في 25 سنه في هذا المجال. الشعب الجزائري مثقف، شعب مثقف وشعب غني وشعب محافظ على التراث نتاعه، خصو يدعموا هذه المنطقه هذه. خاطر السياحه بلا فن ما كايناش، خصو يدعموا الفنان هو الموتور تاع السياحه. حواسي يونس من ولايه الطيف، حرفي صانع عطور. جينا اليوم ان شاء الله لولايه بشار اول مره للمشاركه في صالون دولي للصناعه والحرف التقليديه. جبنا معنا عطور ذات جوده عالميه وجوده مطابقه للجوده الاصليه باسعار تنافسيه. جينا نشرفوا ان شاء الله ولايه بشار، ومرحبا بكل الزوار اللي يجيونا هنا ان شاء الله يشرفونا اول مره وتكون تجربه مليحه، وان شاء الله باذن الله اللي يجي هنا يروح مرضي باذن الله. هذا المعرض شفنا فيه بزاف صوالح، شفنا فيه اشياء تقليديه وتغير عن السابق. كان موالف دائما يجيبوا غير نفس الاشياء، هذه الخطره نبدل بزاف في الاكسسوارات. شفنا واحد الاكسسوارات نتاع الحجر تاع البحر، هاد الخطره اللي فاتت ما كانوش، هاد الخطره راهو كاينين وعجبوني شابين.
وثاني كما تشوف النوقة الحلويات هادو ثاني كانوا كل خطرة وراهم كل خطرة يجددوا فيهم. وماذا بينا هاد الخطرة يزيدوا في هاد المعرض، ماشي غير هاد الآخر، يزيدوا يورونا التقاليد، يزيدوا يورونا أشياء جديدة. جينا هذا المعرض اليوم باش نشوفوا الصوالح اللي يمثلوا بشار. حنا كطلبه من عام ما كناش نعرفوا هاد الصوالح، لقينا رسومات، لقينا حتى قارورات يعمروهم هكا بالرمال، تبغي ديسين عليهم اي حاجه وكل شيء. وماذا بينا هاد الصوالح يعني يعموا على حسب كل ولايه باش كل وحده تبان التراث تاعها. قولي لي واش عجبك هنايا؟ عجبني كل شيء. واش جيتي تزوري هنايا الحاجه؟ واش زرتي؟ جيت نسكت سلسلتي قلت لك. قطعت لك؟ قطعت لي هاي. كاين اللي يعجبني، كاين اللي يعجب الناس. كل واحد واش يعجبه. قولي لي الحاجه ماذا بك يعاودوا يديروا لنا معارض كيما هذا؟ واه جينا عند هذا السيد باش نشوفوا واحد التذاكر، باش نديروا دي سيفونير ونشرو. حنا كنا كطلبه كما واحد الصوالح شويه ما نعرفهمش على بشار ومنا، كيما هذه اللوحات، كيما هذه القرعه ثاني خدموها لنا تاع بشار، هذه الله يجازيهم، وكيما التماثيل هذوك اللي شفناهم. واش عجبك هنايا؟ واش عجبني؟ انا اللي عجبتني هذه اللي عجبتني كاع، شغل فن مميز. Et voilà, c'était donc un petit tour dans le salon de l'artisanat. C'était une exposition qui s'est déclenchée depuis le mois de novembre dernier. On a vu l'ex-directeur de la Chambre de l'artisanat et des métiers. Nous avons sollicité le nouveau directeur. Malheureusement, il était en déplacement. Il s'est excusé de ne pouvoir assister aujourd'hui avec nous. Donc, comme je l'ai dit, cette exposition s'est déclenchée le mois de novembre dernier à l'occasion du 70e anniversaire de la Révolution et en parallèle à l'occasion aussi de la journée nationale de l'artisan qui coïncide avec le 9 novembre. Et elle continue. Les participants de la wilaya de Béchar se sont arrêtés le 10 novembre dernier et les autres invités des différentes wilayas continuent et assistent avec nous à cette saison hivernale. Et ils vont rester jusqu'au mois de février prochain, Inch'Allah. Donc, pour discuter de ce sujet, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés M. Mohamed Sadoudi, artisan, artiste et président de l'association de la wilaya de Béchar, des arts plastiques et tourisme. Donc, vous êtes président de cette association, vous étiez en même temps participant à cette exposition. Si vous pouvez nous parler déjà de votre participation. Je m'appelle Sadoudi Mohamed, c'est un artiste peintre, même artisan. L'activité اللي جبتها في الاكسبوزيسيون في سعدودي نعرفوه من بكري. الرسم على الرمال سي لو دون تاعك اللي من بكري نعرفوك به. Les tableaux Hadout Sable, on a vu pas mal de choses sur le stand. D'ailleurs, il y avait un magnifique tableau de Warda Al-Jazalia aussi que j'ai vu. Oui, donc, vous êtes là, vous avez participé depuis plus d'un mois. Comment voyez-vous votre participation? كيفاش كان الحضور نتاعكم؟ كيفاش الإقبال تاع الناس؟ la curiosité تاع les visiteurs et tout. سي الإقبال سي يعني كان مشرف يعني مليح. يعني الزوار يعني الهدف تاعو هو الارتيزانا نتاع بشار باسكو الفيزيتور كي يجي لبشار سي لا فالور اللي يديها من بشار هي سي الارتيزانا شكون اللي يديرها هو الارتيزون بشاري سي الارتيزون ارتيست باسكو الارتيزون ارتيست سو ديفيرون pour l'artisan artiste باسكو الارتيزون ارتيست يخدم كما نقولوا لي طابلو حاجه ارتستيك مي لارتيزون اوتر شيء لي بولونجي اكزاكت هو سي ارتيزون سي ان ميتي ارتيزون مي لا ديفيرونس اللي حنا سي دي ارتيست مي هذاك سي ان ميتي اكزاكتومون. Donc, je reviens vers mon deuxième invité, M. Bouknaïf Bilal. Il est enseignant retraité. Il est en même temps chercheur intéressé par le domaine touristique. Donc, comme vous avez vu avec nous le VTR, il s'agit bien d'un membre important, une dizaine, sinon plus, de visiteurs de différentes wilayas, en plus des artisans et des participants de la wilaya de Béchar. On a vu qu'ils sont là depuis plus d'un mois. Ils ont exposé leurs matières, que ce soit tenues traditionnelles, bijoux, bibelots, tout ce qui en suit. Alors, quel est le rôle
justement de ce travail, de ce genre d'exposition dans la promotion du tourisme, sachant que c'est le haute saison de tourisme dans la région du Sud-Ouest? Oui, merci d'abord pour l'invitation. Je dois juste dire que l'artisanat et le tourisme sont liés par un cordon ombilical très... Exactement. Donc, pour l'artisanat, on ne peut pas le dissocier du tourisme. Mais l'artisanat, si je fais une petite comparaison par le passé, je crois qu'il est en dégradation. Il n'y a pas assez, justement, parce que l'artisanat était, dans l'ancien temps, enfin, dans les années 70 par exemple, 80, il était beaucoup plus important que maintenant. Il y a eu un développement, certes, dans le domaine des tableaux de sable, qui est devenu un peu c'est-à-dire la représentation du Sud, justement. Oui, la valeur ajoutée là. Mais ce qui est représenté dans ces tableaux de sable, c'est plus des paysages, c'est-à-dire d'autres régions. C'est-à-dire on apprécie mieux le dromadaire, qui est, bon, c'est-à-dire très important dans le sud algérien, oui, mais plus vers la région de Djanet et du Hogar, du Tassili. On oublie un petit peu notre région, c'est-à-dire Béchar. Donc j'aimerais bien que ces artistes qui font les tableaux de sable, qui sont magnifiques d'ailleurs, qu'ils s'occupent un peu des tableaux de la région. Parce qu'il y a beaucoup de paysages méconnus par la population. Ce genre d'exposition qui est là depuis un mois, à l'occasion justement du 70e anniversaire, j'ai remarqué l'implication de la population. Parce que la population est toujours intéressée pour ce qui est nouveau. Alors, j'ai vu par exemple des gens qui sont venus de d'autres wilayats et les gens étaient intéressés par... alors que notre wilayat est très très riche au niveau de... Et pour revenir un peu au tourisme, l'artisanat ne peut être qu'une valeur ajoutée à ce tourisme. Bien entendu. Ouais. Mais bon, quel est le rôle justement et cette valeur ajoutée? Comment la mettre en exergue sur terrain pour attirer plus de touristes, sachant que dans cette exposition, on a vu des gens préparer on va dire, de la gastronomie locale, comme le berkoukes, tam, des trucs vraiment à la main. Là, c'est plus le culinaire. Voilà, donc on était dans l'art culinaire. On a vu aussi une nougat traditionnelle dans l'art culinaire. On a vu les habits, vêtements de différents endroits, les bijoux en argent, kabyle et autres. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un plat varié pour les gens qui aiment ça et surtout pour les visiteurs pour prendre des souvenirs de la région. Et vous venez d'évoquer quelque chose de très important, le vestimentaire. Ouais. Le vestimentaire de la région. Tout à fait. Qu'il faut mettre absolument en valeur. Il y avait même l'artan le mendil, voilà, Haja Khaira qui était en train de présenter. Mendil, ça c'est très connu chez nous. Exactement. Très très connu chez nous. Et beaucoup de gens de la nouvelle génération même dans les petites localités, telles Beni Ounif, Tarit, Badla, il y a des choses qui sont très simples, mais qui ont une valeur, dans les familles. Sentimentale, nostalgique. Voilà, affective. Oui, donc, le vestimentaire, le culinaire, par exemple, ça va ensemble. Ça va ensemble. Nous, on souhaite, enfin, personnellement, je souhaite que ces choses-là se développent mieux et qu'il y ait plus d'expositions. Parce qu'on s'arrête toujours à des expositions d'occasion. On attend toujours des occasions pour exposer. Alors, pourquoi ne pas exposer, par exemple, à longueur d'année? À longueur d'année, j'ai proposé il y a quelques années le jeudi culturel. Donc que chaque jeudi soit un événement culturel qui se passe. Justement, il y a l'un des artisans qui avait proposé aussi un café pour artisans. Voilà, donc même si... Ça va ensemble. Voilà, parce que notre région est très riche, très riche.
Ça, je le dis, je le répète. Chaque Et on a fois, besoin de discuter les uns avec les voilà. autres, justement, pour Voilà, transmettre donc tout savoir. d'abord, il faut qu'on sache un peu ce qu'il y a dans notre région, Tout à fait. faire un inventaire, hein, faire un inventaire, c'est-à-dire sur les potentialités Tout à fait. artisanales et touristiques, parce que Béchar recèle de choses très très importantes qui sont très simples. Hein. Exactement. Par exemple, Béchar, les gens ils disent que ce n'est pas une ville touristique. Elle est touristique, Béchar. Bon, on parle du Ksar, bien sûr, mais il y a des petites choses à côté. Il y a, par exemple, les hauts de Béchar, qui sont la localité de Ouakda. Il y a des choses à voir. Hein, il y a des choses à voir. Le côté de Mrija, il y a Kenadza. Bon, Kenadza, c'est Un un pôle. repas incontournable. Kenadza, c'est un pôle culturel et Tout à fait. touristique très important et religieux aussi. Donc, il ne faut pas négliger ça. Tarit, c'est déjà connu, n'en Bon. parlons même pas. Tarit est connu, bien sûr, mondialement. Exactement. Tarit, Barbi aussi, il y a la Zawiya. Il y a des petites choses qu'on ignore, on passe à côté et on ne les voit pas. D'où l'intérêt d'avoir des guides professionnels Voilà. bien formés qui puissent justement orienter les gens, qu'il y ait Voilà. des dépliants, qu'il y ait un petit manuel par exemple. Donc- Pourquoi pas avoir des petits manuels qui se vendent dans des librairies qui nous indiquent par exemple la spécificité de chaque région, l'art culinaire, l'endroit, qu'est-ce qu'il y a à visiter. Ça serait bien d'en avoir. Par exemple, la petite localité de Mazer, à côté d'Igli. C'est très, très, très riche. Il y a les 7 sources. Par exemple, personne n'en parle. Personne n'en parle. C'est des sources naturelles. L'eau est froide l'été est chaude. Bon, c'est quand même... on peut faire une thèse de doctorat sur ces phénomènes-là. Exactement. Ça, je parle de Mazer. Mazer, c'est pas très loin de Béchar. Tout à fait. Il y a le barrage, il y a la nécropole du barrage avec ces tumulus qui sont très très importants. Exactement. Là aussi, il y a des recherches à faire. Il y a Beni Ounif, il y a Gart Bouamama à côté de Beni Ounif. On passe devant, tout le monde passe devant, mais personne ne va voir qu'est-ce que c'est Gart Bouamama. Il paraît bon que c'est là où Cheikh Bouamama, Allah yarhamou, attachait son cheval. Donc, et il y a un petit dessin de gravure rupestre. Nous avons une quantité de gravures rupestres dans notre région qui sont là, qui demandent à être valorisées, comme celle de Rosftaiba. Il y a un très très beau spécimen, par exemple, de Lyon, qu'il faut voir. Ce n'est pas dans notre circuit touristique. Bon, il y a pas, à part la station rupestre de Tarit, la principale, Oui. Les autres, on les ignore. Merci, Monsieur Bouknaïf. Justement, chers téléspectateurs, nous allons nous arrêter un petit moment avec ce VTR sur le Ksar de Kenatsa et revenir pour continuer le débat. Restez avec nous. Nichée dans la région de Béchar, au sud-ouest de l'Algérie, la Zaouia Ziania Qandossiya est bien plus qu'un lieu de culte. Fondée à l'époque de la dynastie zianide, elle a joué un rôle clé dans l'éducation islamique. Construite avec des matériaux locaux comme la pierre, la terre crue et la chaux, l'architecture de la Zaouia et des maisons qui l'entourent reflète une parfaite adaptation à la culture arabo-islamique. L'utilisation des beaux arcs, sculptés en plâtre et colorés pour décorer le tour des portes et fenêtres, porte le slogan Al-Afiya al-Baqiya, le bien-être éternel. Et La Ghaliba illallah, il n'y a de conquérant que Dieu. Nous sommes dans ce tissu urbain exceptionnel et unique. Il diffère des autres qsour qui existent dans cette région. Il témoigne du passage des grands mystiques savants et pieux connus par leur droiture dans la société. زخرفه يقولوا لها البيشاط هذيك تاع البلافون
La décoration du plafond s'appelle elbissat, une sorte de tenture. Elle est faite d'une finition et d'une coloration qui a duré plus de 3 siècles. Les couleurs, c'est une peinture naturelle, naturelle, et mélangée avec le blanc d'œuf. Le blanc d'œuf qui صبغوا به هذاك le blanc يخلي un film protecteur نتاع ما يعني elle ne se fane pas la couleur, elle ne se ternit pas, voilà. Le Qsr de Qnata est un trésor, une civilisation, un patrimoine. Il y a des sculptures et ornements qui ont duré des siècles et des siècles. Les portes furent construites très basses. Pour y passer, il faut se courber par respect à ce lieu saint. Nos aïeux ont laissé des monuments archéologiques dont nous sommes fiers aujourd'hui. Ils baignaient dans le savoir, la culture et le soufisme. Ces bâtisses qui restent sont une sorte de pont qui relie le passé au présent. Ce Qsr a été classé comme patrimoine culturel national. Moi, en tout cas, je le considère comme patrimoine de l'humanité. Vous avez vu Douiria et les petites ruelles. Ça se dégrade de jour en jour, malheureusement. Je demande aux visiteurs, quand ils viennent ici, qu'ils préservent ce qui reste de ce patrimoine, qu'ils prennent des photos ou des vidéos sans toucher à la beauté des lieux. C'est moche d'écrire sur les murs. C'est un patrimoine à protéger. Aujourd'hui, ce site patrimonial est en ruine. Une partie de lui a été réhabilitée, mais pas toute. Les maisonnettes qui l'entourent sont dans un état de dégradation totale. Encore quelques années et il n'en reste plus rien de ce qui nous relie avec une si grande civilisation que nos ancêtres nous ont laissé. Voilà donc, c'était un VTA réalisé par notre collègue Jawida Bab Ahmed que nous remercions. Je reviens vers mes invités. Nous avons vu un patrimoine. Ça fait mal au cœur de le voir se dégrader ainsi. Mais quel est le rôle justement des artisans et des, on va dire, de la communauté locale, des associations et tout ce qui en suit pour justement garantir une protection à ces sites et puis une revalorisation et comment les restaurer à nouveau pour éviter que ce soit juste de l'extérieur. Parce qu'on voit qu'ils sont sans âme. On fait la restauration de l'extérieur, mais l'intérieur, il est vraiment dégradé. Allez-y, M. Ouknaïf. Donc, pour revenir un peu à l'état des Qsur, en général, dans la wilaya de Béchar et la vallée de la Saoura en général, elles sont pratiquement tous en état de dégradation. Tout à fait. Bon, ça c'est du fait que les gens soient sortis parce que c'est eux qui entretenaient les Qsur, le Qsar de Qnatsa, le Qsar de Tarit, le Qsar du Nord, Boukaïs, Mourel, l'Ahmar, Sfesifa, tout ça, c'est des Qsur qui sont des friches à cause de l'inhabitation. Les gens n'habitent plus dans ce genre de Qsur. Alors avant, l'entretien se faisait par les habitants eux-mêmes. Tout à fait. Aujourd'hui, bon, à cause des intempéries, bien sûr, tout ça, ça se dégrade. Ça se dégrade. Ce qui est dommage pour le Qsar de Kenadza, c'est que Douiria, le Riyad, comme je viens d'entendre, que c'est en dégradation totale. Oui. C'est un peu aussi le fait des humains aussi. Bien entendu, justement, on était en train de voir une sensibilisation des visiteurs. C'est un peu de l'autodestruction. Ouais. Ce qui se passe de la même chose pour les stations de gravure rupestre. Oui. On est en train de détruire parce qu'on n'a pas encore donné la valeur, et on ne la connaît pas et on ignore, la valeur historique, culturelle
et touristique de ces sites qui sont vraiment magnifiques, hein, et qui font aussi la valeur ajoutée de notre région. D'où le rôle justement des habitants et des mouvements Voilà. associatifs. C'était Donc, ça justement ma question à la base. l'implication de la population, elle est primordiale pour préserver ce genre de sites. Exactement. Pour les préserver. Parce que à la longue, les gens, la Saoura compte à peu près 90 Ksour. 90, c'est énorme. C'est énorme. Mais malheureusement, il reste peut-être un ou deux qui sont encore peut-être potables à visiter. Le reste est... Bon, je reviens un peu au Ksar de Tarit. Le fait que certains jeunes ont commencé à réhabiliter, à créer des logis d'hébergement et tout ça. Des maisons hautes, voilà, des pour maisons recevoir d'hôtes, les invités et tout. Le Ksar renaît. Ça revient à l'époque d'avant. Comme si, bon, le Ksar comptait à peu près 700 ou 720 habitants à l'époque, mais depuis les années 80, les gens ont commencé à quitter ce Ksar. Hein. Le Ksar de la Zaouia, le Ksar de Barti n'existe pratiquement plus. Les gens encore, bon, il y a certains qui préservent certaines pour leurs animaux, c'est-à-dire c'est devenu des bergeries en fait. Et ça, c'est un peu dommage. Oui. C'est un peu dommage. Donc, il faut absolument que la population s'implique. En premier lieu. En premier lieu pour préserver ces magnifiques sites. Parce que l'État peut donner de l'argent. L'État peut donner de l'argent pour la rénovation. Et ça a été fait. Pour Mais il faut des connaisseurs, c'est voilà. De la matière, il faut la matière traditionnelle, il faut préserver l'impact, voilà, l'aperçu, il y a pas mal de trucs. Voilà. Justement, je reviens vers M. Sadoudi, qui est un artiste justement, pour nous parler de cette matière première, vous qui êtes un expert du sable et de tout ce qui est tableau et tout ça. Oui. Quel est le rôle des associations, en particulier par exemple votre association, dans la préservation de notre patrimoine, en particulier Sexor? سي الارتيست هو الكل باسكو الارتيست هو اللي يعرف يميليوري لي كولار يعرف كيفاش باسكو الطين وقت كانوا الناس تخدم الطين دركا عندنا البديل مي توجور ميم كولار اكزومبل نديرو لي سمنت سي لي سيمون افيك لي كولار نتانتي الكولار على حساب الطوب اكزومبل اللي راه هذا ميم طون يكون سوليد باسكو حنا باش نوصلوا الوقت اللي كانوا يخدموا به هذوك الناس تاع زمان اكزومبل يديروا الطين يخمروه داكشي حنا لا نسارعوا بالوسيله نتاع الترميم اللي هي نديروا سيمون نتانتوها اكزومبل باسكو الفنان هو اللي يرمم هو اللي عنده نظره فنيه هذا اللي خلى هذا الشيء يوصل باسكو الارتيست كان غايب على ماشي حنا غيبنا روحنا باسكو حنا واش الارتيست ماهيش ماسون ولا علي رواح بني لي ولا كاين مبادرات تطوعيه مثلا هل عندكم مبادرات هكذا قال باغ اكزومبل كيما القصر تاع بشار هنايا ا دو با قال باغ اكزومبل نروحوا نديروا له احياء اعاده فتح ممكن فضاءات نتلاقوا فيها يكونوا فيها الفنانين يديروا جانب مثلا فني تشكيلي ويجوا الفنانين مثلا تاع الموسيقى يديروا فيه قاعده مثلا ونعاودوا نريكيبيرو فيه دوك الدراهم تاع المواد هذه كفكره مثلا هذه كجمعيه هذه ايدي زينه يا ريت ما درتيهاش عبد الاتير باسكو غادي يسرقوها هذه فكره زينه صح حنا كفنانين يتبادلوا المهارات كل واحد يمد بوش قد فكره مليحه هذه نستضيفوا فيها زوار ولا نستضيفوا فيها ولا نديروا فيها مطعم شعبي ولا نديروا فيها نادي ولا حاجه هكذا ونعاودوا نحيوا الروح نتاع هذا القصر. حنا لاسياسيون لا بلاستيك الرول نتاعها هي خدمه البلاد جماليا. اكزاكتومون. هذا هو الرول نتاعها ما عندها حتى رول لا سياسي لا هي الرول نتاعها فني 100%. حنا واش غير تكون فيها تسهيلات باسكو انا بصفتي كف البريزيدون تاع الجمعيه انا مؤخرا سيداني درنا الجداريه اللي هي تحمل 5 جويليه يعني اللي كانت مطلب من مدير الثقافه ويعني لبيناها في 2 جور وكانت الاعجاب وفي وقت قياسي نعم يعني ونالت الاعجاب تاع الجمهور. حنا ماذا بينا لكل امير كبير يعني كل حيط كبير
لقاوه الجمعيه تقدم له يعني تعطيه لمسه جماليه احنا خاصة الأمور التراثية اللي عندها علاقة بتاريخ البلاد اللي رانا نشوفوا فيها تخسر قدامنا، ما كان حتى واحد ولي عليها ولا وصي عليها، ممكن خلاوها تهملت في فترة معينة ونقدروا نمدوا لها روح، نقدروا نعاودوا نريكيبيروها ونديروا بها افكار. ماذا بيا الفكره هذه تزيدوا تطوروها وتشوفوا مع الاعضاء نتاع الجمعيه، وممكن جمعيات واحده اخرى اللي تنجم تساهم معاكم. رانا نشوفوا بلي كاين جمعيات كثيره اللي في التراث، اللي في الاعمال الخيريه، اللي في هذه اللي تقدر تعاونكم في مشروع كما هذا. شوفي الجمعيه نتاعنا ماشي اي جمعيه. كي تقولي لار بلاستيك، لار بلاستيك يجمع كلش. تقولي لار بلاستيك غني، يعني كي تقول لي فنان كي تجيبه يعني اكزومبلير الطابله هذه صح راها جميله، نزيدها لمسه جماليه، ممكن هذه لا طابله هذه نزيدها زخرفه، ولا الفنان وين ما تحط الا ويخلي بصمه جماليه، على عكس بعض الجمعيات. يعني نتاسف يعني كما انا جمعيه فن تشكيلي نبقى في الفن التشكيلي، كل جمعيه تخدم دومانها باش نوصلوا اكزومبل جمعيه نتاع التراث الاستاذ بلال بوكلايف دورها واش هي الحفاظ على التراث، الحفاظ يعني وحنا واش الدور تاعنا هي الترميم التراث. باش كاين دي دومان اللي يتشابكوا، كاين ممكن حاجه اللي عندها علاقه بالسياحه، عندها علاقه بالتراث، عندها علاقه بالفن، بالموسيقى، كلهم يكون عندهم مثلا في فتره سياحيه يكون عندهم هدف واحد. ممكن في هذاك اللقاء هذاك يتضافروا الجهود من كل الجهات ونخرجوا بحاجه ولا بنتيجه ولا بعمل تطوعي اللي ينفع البلاد، ينفع الاعضاء نتاع الجمعيه، واللي ينفع السياحه بصفه عامه. هذا هو العمل الجمعوي اللي رانا باغيينه، يكون تكاتف جهود. Moi je crois que Béchar manque de complémentarité. Exactement. Béchar et il y a beaucoup de potentiel. Les artistes ne manquent pas. Exactement. Les artistes, il y en a. Tout à fait. Mais ils ne sont pas complémentaires. C'est comme les musiciens, ils ne sont pas complémentaires. Chacun veut jouer dans sa cour. Et ça, c'est un problème. Hein? Je crois que si tout le monde s'organise et s'entraide, ouais, ce que je ne peux pas faire moi, l'autre le fait. Voilà, donc on peut peut-être arriver à un résultat, bien sûr en collaboration avec les autorités compétentes du domaine. Nous avons une direction de culture, nous avons une maison de culture, il y a un ministère de la culture. Donc tous ces gens-là, s'ils se mettent la main dans la main, on peut arriver à quelque chose. Si vous permettez, je vais faire une petite comparaison que j'ai vue dans la région du Mzab. Là, il y a une solidarité énorme entre les gens d'abord du Mzab, et qui conservent leur ksar, leur rituel, leur tradition, qui restent intactes depuis des décennies et des décennies. Depuis des lustres à ce jour, ça s'est maintenu. Voilà. C'est pour ça que bon, la région de Raldaï est classée comme patrimoine mondial. Et pourquoi pas? Parce que nous possédons des sites, nous possédons des potentialités. Ça ne manque pas. Mais malheureusement, d'abord, c'est méconnu. C'est méconnu. Nous avons un site qui est merveilleux, le Gattara, à côté de Mrija. C'est des cascades, c'est formidable, c'est presque un petit Niagara, mais il y a des gens qui ignorent que ça existe. Hein? La petite ville de Mrija, il y a des choses à voir. Seulement, il faut les découvrir. Tout à fait. Hein? Donc c'est pour ça que j'insiste sur cette formation de guides, mais de guides professionnels, pas des charlatans qui racontent n'importe quoi. Exactement. Hein? Qu'il y ait des écoles de guide, de tourisme et tout ça. Des écoles, qui une formation reconnue avec des parce diplômes. Que bon, on est appelé à recevoir des touristes. Bon, on est en fin d'année. Tarit va être. Va y avoir un afflux touristique et on ne veut pas un tourisme de masse qui dégrade, hein? Parce que chaque année, malheureusement, on souffre de la dégradation que laissent ces touristes qui ne connaissent pas. C'est par méconnaissance qu'ils font ce genre de... Mais il faut aussi garantir le gardiennage,
que tout le monde soit sensibilisé, qu'il soit mobilisé. Quand je vois quelqu'un faire toucher devant moi, par exemple, Voilà. dans ma localité, je crois que il faut que les j'intervienne. APC doivent créer un système de protection. Exactement, Les APC, parce que c'est leur rôle. tout à fait. Le maire a un rôle là-dedans. Et de la population aussi, voilà, quand ils voient quelque chose qu'ils population, déclarent, voilà. qu'ils fassent appel à la police. Nous avons une gendarmes. police de patrimoine et tout Oui. ça. Et il ne faut pas que les gens commencent à se croire Libres de faire ce qu'ils veulent. Non, Exactement. ça, moi je le refuse. Hein. C'est-à-dire, d'accord. je suis très très concerné par le... Mais je pense que c'est dû aussi au manque d'organisation. Quand il y a des circuits bien définis, que tout le monde passe en même temps, on ne peut pas trouver des dégradations ou des gens sortir du troupeau quand il est bien organisé. Mais Voilà. quand on laisse tout le monde faire comme il veut, ce qu'il veut, c'est là où ça commence. Voilà, Dieu merci déjà que les gravures rupestres ont été classées patrimoine national et que voilà, ils sont en train de... C'est une bonne chose, le classement. Oui, bien sûr, c'est Mais une bonne chose, mais il faut mettre sur terrain. la conservation, elle est aussi importante. Exactement. Vous savez qu'à Tarit, nous avons la plus vieille gravure du monde, Oui. qui a 12 000 ans d'âge. Ça n'existe qu'à Tarit. Oui. Hein? Ça n'existe que Tarit. Heureusement que pour les chercheurs ou pour les spécialistes, il y a d'autres stations qui sont encore méconnues, vierges, qu'on ne montrera pas qu'aux gens concernés. Hein? Donc, il y a cette station... Jusqu'à ce qu'il y ait un gardinage, qu'il y ait une clôture, qu'il y ait des mécanismes bien organisés pour recevoir justement... Et aussi la sensibilisation. Tout à fait. Parce qu'il faut sensibiliser. Exactement. La sensibilisation, elle est très importante. Sensibiliser ces jeunes. Si on voit un jeune en train de dégrader ou d'écrire son nom sur une gravure de 12 000 ans, on doit intervenir. On doit sévir. Impérativement. On doit sévir. D'ailleurs, ils ont même trouvé une fois des gens avec des marteaux et des ciseaux en train de carrément enlever des morceaux de gravure pour les emmener avec eux. Il y a eu des morceaux qui ont été malheureusement volés, mais il y a eu où les gens ont intervenu. Nous avons des fossiles de 200 millions d'années, oui. À côté de Marhouma, à côté de Bni Abbas, même si c'est plus la wilaya de Béchar. Ça reste la région sud-ouest, la région de la Saoura. Tout à fait. Donc, Marhouma, il y a des gravures en relief. C'est unique, c'est unique. Exactement. Alors, tout ça, il faut les conserver pour les générations à venir. Il faut qu'ils voient ce qu'il y a. Mais là, malheureusement, moi j'ai mal au cœur quand je vois cette dégradation totale bon, il y a les stations qu'on connaît, qui sont encore vierges. Hein. Heureusement, ça c'est pour les spécialistes, les chercheurs et ceux qui sont vraiment concernés par... parce que tout ça, je reviens ça c'est la formation ou la déformation. Les thèses de doctorat sont à chaque mètre carré. On peut faire des doctorats. Exactement. Dans chaque mètre carré. Il y a pas mal de matières. Il y a matière. Il y a matière à étudier. À étudier, à en discuter, à en faire des thèses et tout ça. Nous avons 12 000 étudiants à Béchar, donc chers étudiants, au boulot. Exactement. Je vous remercie, Monsieur Bouknaïf. Monsieur Sadoudi, vous avez quelque chose à rajouter? حنا كفنانين تشكيليين نولوا الكلام تاع الاول حنا ديزارتيست يلفو نرسموا لا ريجيون بصح لا ريجيون واش هو الشيء اللي خلانا شويه احيانا نميلوا لا ريجيون تاع مراس اليزي باسكو الزبون يعني اللي هو يجي باش يدي لي طابلو تاعنا يلفو واش يبغي توجور الجمل يبغي الراجل كما نقولوا الراجل تارقي بصح حنا باش نوظفوا حنا حتى عندنا هنا الراجل بالجمل وكلش بصح اللبس تاعه مغاير اللبس تاع الراجل التارقي. كاين اللبس تاع اضرار، كاين اللبس تاع جماعه الحيدوس، كاين لي زار تاع النساء، كاين عندنا في البوتونسيال. وي Exactement. Il y a quelques années, il y a eu un très beau spectacle à Tarit. C'était un défilé de mode artisanal. Voilà. Des habits vestimentaires de la région. Exactement. Donc, les arts qui sont très connus, les arts d'Abadla, les arts de Tarit, les arts de Bayada, les arts d'Agdel, c'est différent. C'est différent. C'est ce qu'il faut faire connaître. Justement, il y a beaucoup de gens qui ignorent que ça existe dans la région. Il faut faire connaître aux touristes et tout ça. Et pourquoi pas refaire ça?
Nous avons des structures touristiques, nous avons des autorités compétentes pour faire ça. Alors pourquoi les idées, il y en a. Ce n'est pas les idées qui manquent, justement. Je vous encourage à avoir plein d'idées, à ouvrir à votre imagination, justement, pour réaliser pas mal de choses, même sur des murailles s'il le faut. En tous les cas, j'ai été très ravie de vous recevoir, cher invité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Cadeau avec. Oui. C'est un badge de l'association. Ah ben c'est gentil, je vous remercie, merci infiniment. Merci beaucoup, c'est très gentil, je vous remercie. Donc voilà, c'est le badge Béchar de la région. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce petit plateau. Nous attendons recevoir notre prochain invité pour parler de la grippe saisonnière. Restez avec nous. Je vous laisse avec cette pause musicale, il nous reviendra.
c'était Orchestra Saura avec de la bonne musique. Nous arrivons à notre troisième et dernier plateau. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Dr Nbiya Mohamed Lamine. Il est médecin généraliste. Bonjour docteur, bienvenue. Bonjour. Donc notre thématique d'aujourd'hui, ça va s'articuler sur la grippe saisonnière, sachant qu'elle est la plus répandue en cette période de changement de climat. Sachant aussi que cette semaine, il a fait quand même très froid. Même si c'est des températures de saison, on a eu quand même assez chaud pendant les débuts novembre et décembre. Alors, avec quoi ça commence comme symptôme? Il y a des rumeurs qui parlent et qui spéculent que voilà, c'est peut-être des conséquences de Covid, c'est peut-être une mutation de Covid, c'est peut-être Covid. Où en est la vérité? Alors, rebonjour, merci une deuxième fois pour l'invitation. Alors, pour parler de la grippe, il faut avant tout définir c'est quoi la grippe. Alors la grippe, c'est la grippe saisonnière comme vous venez de dire, couramment appelée grippe. Alors la grippe, c'est une infection, d'abord c'est une infection pulmonaire aiguë. Pourquoi aiguë? Parce qu'elle est limitée dans le temps. Alors elle est causée par des virus, pas un seul virus, parce que la grippe elle est répartie à plusieurs virus, qui est ce groupe A, B, C et D. Et la plus connue, c'est le H1N1, c'est la grippe A, le groupe A. Alors, pour ce que vous venez de dire par rapport aux rumeurs, ce ne sont pas des rumeurs parce qu'on vit toujours, comme vous venez de dire, le SARS ou le Covid qu'on a connu durant les dernières années, il est toujours présent. Parce qu'il est devenu une maladie comme les autres maladies. On détecte toujours des malades de Covid, mais ils sont différents des malades qui sont atteints de la grippe saisonnière. Alors, pour commencer, on voit des toux sèches, productives, assez longues dans le temps, ça va de 1 mois sinon plus, des asthénies, des grippes qui durent assez longtemps. Autrefois, on avait des grippes qui ne dépassaient pas la semaine avec ou sans traitement, on arrive à s'en sortir. Actuellement, même avec traitement, on a du mal à s'en sortir. Alors, quels sont les symptômes pour commencer, pour partir après au remède? Ok. Alors, pour parler des symptômes, comme vous venez de dire, les symptômes les plus courants, au début, c'est la fièvre soudaine. C'est une fièvre qui tombe directement, malade qui, d'un jour au lendemain, a une fièvre plus ou moins élevée. Une toux sèche, le nez qui coule, l'asthénie, oui, c'est parmi les symptômes les plus courants de la grippe. L'éternuement, la toux sèche, c'est avec les maux de gorge. Oui. Et sinon, il y a d'autres symptômes, perte d'odorat et de goût? Non, non. Alors, par rapport à la perte d'odorat et du goût, sont rares par rapport à la grippe saisonnière, sont parmi les symptômes les plus courants par rapport à Covid. Mais par rapport à la grippe saisonnière, non. C'est plus la douleur de la gorge et le nez qui coule. Des nausées aussi parfois? Non. Alors, comment savoir que c'est une simple grippe saisonnière, sinon un résidu de Covid ou... Par rapport à la grippe, on va parler globalement. Oui. Si on a un malade suspect, parce que c'est comme vous venez de dire au début, c'est la période de changement climatique, c'est la chute de température. Le patient à la maison, il a une température ambiante et dès la sortie de la porte de la maison, il reçoit une vague de froid. Aujourd'hui, on est, je crois, ce matin en venant ici, on était à 6 ou 7 degrés. Justement, cette semaine, quand même, il a fait froid par rapport à la semaine dernière. Alors, il peut recevoir la douleur de la gorge, mais ce n'est pas ça, ça c'est le rhume. Oui. Ah, mais la grippe, non, il doit être contaminé par une autre personne. La contamination se fait soit par une personne contaminée, soit en toussant devant lui, ou en éternuement devant lui. Ça, c'est une part de l'infection. La deuxième partie, il peut être infecté par une main
d'un malade qui a éternué ou l'a toussé dans sa main. Il passe le bonjour. Ça, c'est une méthode de contamination. D'où l'intérêt d'éviter de se serrer la main dans cette période. Alors, pour faire la différence, la différence, elle est dans cette période de chevauchement entre la grippe et l'ancien Covid. C'est difficile, on doit passer par le bilan biologique. Et le bilan biologique, c'est le PCR. Le PCR, c'est le seul indicateur qui peut dire ce malade a un Covid ou une grippe. Parce que actuellement, tous les malades sont considérés comme grippe. Mais les malades rebelles et qui résistent au traitement, là, on doit tirer la sonnette. Peut-être qu'il fait une autre infection virale, parmi elles le Covid. Parmi les complications, justement, on peut avoir une bronchite. Une bronchite maltraitée peut emmener à d'autres complications, spécialement chez les personnes, on va dire, âgées, les femmes enceintes, les personnes vulnérables. Quel en est le processus pour éviter qu'il y ait des complications? Est-ce que dès l'apparition des premiers symptômes, on doit s'affoler et aller aviser le médecin? Est-ce qu'on devrait s'abstenir pendant un moment pour voir si ça va s'aggraver en prenant un traitement simple de grippe? Quelle est la procédure à faire? Alors, par rapport à l'évolution de la grippe, c'est parmi les maladies virales qui peut se guérir sans traitement. Juste un repos, boire beaucoup d'eau et un traitement symptomatique. Si on va dire traitement symptomatique, on va parler de la fièvre. Ce qu'on a dit parmi les symptômes, c'est la fièvre soudaine. Donc, du paracétamol à la légère. Non, juste du paracétamol, ça peut faire l'affaire. Oui. Mais ce que vous venez de dire, parmi les facteurs aggravants, on a la population à risque. Oui. La population à risque, comme vous venez de dire, c'est au début sont les femmes enceintes, oui. Les enfants moins de 5 ans, parce que si on se réfère aux chiffres internationaux, plus de 99% des décès chez les enfants moins de 5 ans cause pulmonaire, c'est la grippe. Oh là là. Vraiment, il faut tirer la cloche, là. C'est pas dans le monde entier, on note entre 230 000 à 650 000 décès par an causés par la grippe. Oui. Alors, parmi en retournant sur la population à risque, on a nommé les femmes enceintes, les enfants, on a les maladies métaboliques, comme le diabète, on a les malades hypertendus, on a les malades qui souffrent des maladies rénales, les malades, bien sûr, asthmatiques, ça va aggraver le cas. Ouais. Les maladies du système et les personnes... Les allergies aiguës, les personnes âgées... sont plus ou moins des terrains atopiques. Oui. Oui, ils peuvent faire l'erreur ou l'induire en erreur. Exactement. Mais par rapport à ces patients, les patients allergiques, ça ne pose pas de problème. Oui, mais quand ce n'est pas bien traité au départ, ça pourrait causer des complications. C'était par rapport à ça, c'était la complication par rapport à eux. Elle est un peu plus grave que chez une personne normale. Oui, ce que je viens de dire, c'est... Pardon, excusez-moi. Alors, on sait que le vaccin grippal existe depuis des années. Il est recommandé chez les personnes âgées, chez les femmes enceintes, mais est-ce qu'il est vraiment efficace? Est-ce qu'en prenant ce vaccin, on pourra se dire que voilà, on ne va pas choper la grippe ou alors elle passera inaperçue? Alors, est-ce que c'est radical? Non, ce n'est pas radical, mais le vaccin antigrippal, c'est le traitement du choix. C'est la prévention de première intention, même pour la femme enceinte, les personnes âgées. Mais on a vu chez les personnes âgées, ça ne fait pas prévenir ces personnes par rapport à la grippe, mais on diminue l'intensité de cette grippe, parce que les personnes âgées peuvent avoir des complications plus graves que les autres. Donc, par rapport aux patients âgés, même si ils ont fait le vaccin antigrippal, ils peuvent choper la grippe. D'accord, donc ce n'est pas vraiment radical. Non. Mais est-ce que ça pourrait atténuer les symptômes? Effectivement, ce que je viens de dire, ça atténue les symptômes par rapport à cette population.
Par rapport aux diabétiques, on entend souvent dire qu'ils sont plus vulnérables par rapport à la grippe. Est-ce qu'un diabète élevé, une glycémie élevée, pourrait nuire à la santé d'un diabétique en cas de grippe? Mal équilibré, on va dire. C'est-à-dire qu'un diabétique mal équilibré avec un taux de glycémie assez élevé, est-ce qu'il risque gros avec une grippe? Non, il ne risque pas gros, mais le fait d'avoir une grippe, ça entraîne un déséquilibre métabolique qui peut avoir des chiffres glycémiques plus élevés que d'habitude. Malgré s'il est déséquilibré, il deviendra un peu plus déséquilibré dans une période bien limitée lorsqu'il est atteint de virus de la Donc sa glycémie pourrait augmenter par rapport à la grippe. Effectivement. Alors, passons aux préventions. Comment peut-on prévenir chez les enfants en particulier, en premier lieu, puisque c'est une population assez rebelle, parce qu'on leur demande de porter leur bonnet, ils les enlèvent, on leur fait porter les manteaux, ils les oublient à l'école. Parfois, on n'arrive pas trop à bien s'occuper d'eux, et voilà, ils ne prennent pas vraiment au sérieux les recommandations des parents. Alors, en revenant au début de notre conversation, on a parlé, il y a la grippe et il y a le rhume. Le rhume, il est causé par la chute de température et la mauvaise hygiène des enfants. Mais la grippe, c'est le virus qui, comment dire, qui se propage dans les collectivités. Et parmi les collectivités, les enfants, ils sont en collectivité à l'école. Donc, s'il y a un enfant qui est infecté de la grippe, c'est tout le monde qui sera infecté. Voilà. Parce que les enfants ne prennent pas les mesures d'hygiène en premier lieu. Parce que s'il va tousser, il va tousser devant tout le monde. Oui. S'il va éternuer, il va faire ça devant tout le monde. Il n'a pas le réflexe, il va s'éternuer ou tousser dans les mains, il va se laver les mains. Non. C'est pour ça le virus de la grippe, c'est un virus de collectivité. Là où il y a beaucoup de monde, dans les sociétés, dans la mosquée, dans les écoles, l'université, c'est le nid d'action par rapport à ce virus. Alors, en tant que citoyen, on va dire, avec de bonnes réflexions, pour un adulte, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour éviter qu'il y ait une propagation importante dans ces milieux-là? Alors, c'est presque la même chose qu'on a fait les précautions durant la période de Covid. S'il y a un malade, il a port du masque obligatoire. Oui, le port du masque, se laver les mains. Régulièrement les mains. Régulièrement. Si on a l'habitude de passer le bonjour à beaucoup de gens, il faut avoir le réflexe de voilà. soit s'abstenir, soit avoir le réflexe de se laver les mains avant Quand on est dehors, c'est pas vraiment évident. Alors, il vaut mieux éviter de se saluer plutôt que de... Donc, ce qu'on conseille aux malades, si on détecte un malade qui est porteur du virus de la grippe, restez à la maison. Parce que le malade, les symptômes débutent 2 à 4 jours après l'infection. L'infection peut durer jusqu'à 2 semaines. Sinon plus. On parle de la moyenne. On parle de la moyenne parce qu'il y a les formes rebelles, il y a des malades qui peuvent rester moins de 7 jours. 4 à 5 jours, ça, ils sont rétablis, malgré avec une petite asthénie, mais la toux, elle disparaît. Mais chez d'autres personnes, on peut aller jusqu'à 2 semaines de moyenne, et même plus pour quelques cas, les plus rebelles. Rester à la maison, boire beaucoup de liquide, parce que c'est la fièvre, on a besoin de liquide, parce qu'il y a de la transpiration. Se reposer, c'est ça. On est obligé de travailler, on est obligé de se déplacer, porter un masque en allant soit au travail, soit à la mosquée, soit à l'école pour les élèves. Se laver les mains beaucoup, prendre un traitement. Ce qu'on va dire par traitement, c'est un traitement symptomatique parce que les virus ne sont pas traités par les antibiotiques. Et c'est ça, en revenant à ce point, c'est les parents qui voient les enfants tous, ils vont ramener de l'antibiotique. L'antibiotique n'agit pas sur les virus. Ce n'est pas un traitement pour la grippe. La grippe, elle est traitée uniquement par du paracétamol parce qu'on a de la fièvre.
un antihistaminique ou là, peut-être on peut ajouter un antihistaminique pour les gens qui ont des rhinites saisonnières associées ou pour le nez qui coule. La vitamine C, on peut le remplacer actuellement parce que c'est la saison des oranges. Voilà. On peut prendre des oranges, ils sont partout, ils sont à la portée de tout le monde, je crois. Des aliments prescrits pour des maladies, sachant que nos arrière-grand-mères utilisaient le miel, par exemple, le citron, des petites tisanes comme ça, peut-être pour atténuer, peut-être pour éviter, peut-être. Effectivement, comme vous venez de dire, ce sont des remèdes grand-mère. Ils sont toujours utiles. Ils ne peuvent pas nuire à la santé des malades. Très bien. Ben, un dernier mot de fin? Alors, ce que je peux dire, protégez-vous. Gardez les mesures d'hygiène. C'est un virus qui peut entraîner un nombre de morts plus élevé que les morts qui ont été détectés par rapport à Covid dans les dernières années. Mais c'est un virus qui se propage en cache, mais il peut faire des dégâts. Protégez-vous pour protéger vos proches, les proches proches aînés, si vous avez des malades à la maison. Les personnes vulnérables, justement. Effectivement, les grands-parents, même pour les parents, même si vous avez des parents qui sont atteints des maladies chroniques et tout ça. Il faut faire attention. Voilà, je vous remercie, docteur. Merci pour toutes ces explications et ces informations. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre rendez-vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne. Canal Algérie, restez fidèles, prenez bien soin de vous. Et je vous retrouve jeudi prochain, Inch'Allah.